Bonjour, ici Michel Bellil. Bienvenue à l'épisode 7 de notre série Dynamisation pour le web du document archivistique et numérique, note de recherche 3. Une vidéo encore composée de plusieurs segments. Je suis en train de faire le montage. Je me rends compte que je n'avais pas fait la mini-introduction que voici. Et puis, je crois que ça va être une assez longue vidéo. Alors, je vous invite à la regarder en petits bouts. Parce que si elle dure 1h30, 2 heures, je ne sais pas encore, vous allez trouver ça trop long. Alors ne vous gênez pas de regarder la vidéo en petits segments. À tout de suite. Je fais le monitoring du niveau d'enregistrement de ce micro. Que j'avais déjà. J'avais aussi un bras de micro qui est absolument exécrable. Je l'ai remplacé par celui-ci, très joli. C'est censé être un micro qui capte moins bien les bruits ambiants. Donc, meilleur rendu de la voix. Alors, côté son, ça devrait être joli. Seulement qu'on se ramasse avec une grosse bouboule noire dans la face. Parce que je trouve pas très élégant. Éventuellement, j'aimerais changer la bonnette. Peut-être mettre une bonnette bleue, ou orange, jaune. Ça se trouve, éventuellement. Bon. Détail. Alors, épisode 7. Je suis pas très de bonne humeur. J'ai eu beaucoup de problèmes. Mais ça m'a permis de penser à des solutions à ces problèmes-là. Enfin. Alors, première chose, j'avais fait une splendide démo. Ouais, j'étais très fier de moi. C'était improvisé quand même, mais c'était beau, c'était fluide, c'était vivant, comme on dirait en anglais, c'était vibrant. J'étais très enthousiaste. Et puis, les fichiers vidéo, parce que j'avais pris différents angles de caméra. Parce que c'est pas juste un. Non, les fichiers vidéo sont corrompus. Alors, je dois recommencer. Encore. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû être distrait, je ne sais pas quoi. Alors, pour les caméras qui ne sont pas directement connectées à l'ordinateur, tout est stocké sur des cartes SD. En fait, pour certains modèles, ce sont des cartes micro SD, où il faut vraiment des doigts extraordinairement délicats pour manipuler ces cartes-là. C'est trop petit. J'ai l'habitude de travailler avec des choses extrêmement, avec beaucoup de minutie. C'est pas que je suis empoté. C'est pas que je suis empoté de mes doigts, c'est trop petit. Enfin, je n'ai pas perdu de carte, mais il s'est passé quelque chose. Les fichiers sont corrompus. Alors, ça fait pas un très joli rendu, c'est assuré, c'est bon. Aussi, qu'avons-nous comme nouvelle? Nous avons un changement. Je veux prévenir une difficulté. C'est pas une annonce officielle, c'est pas un fait, mais je préfère prévenir que guérir. Nos vidéos sont hébergées sur le site Vimeo. C'est très joli, c'est intéressant. Débit vidéo fonctionne bien, il n'y a pas de publicité, c'est beau, c'est propre. On peut télécharger directement les vidéos si on veut les conserver sur son ordi. Alors, je trouve que c'est une plateforme idéale, une plateforme qui n'est pas gratuite. Alors, bon, je payais un gentil petit montant chaque année et j'étais très satisfait. Mais Vimeo a confirmé son plan d'affaires à l'effet que
c'est une plateforme technologique et pas une plateforme de diffusion. Ce qui veut dire que Vimeo privilégie la bande passante à des fins d'activité d'entreprise. Ce soit la formation, j'imagine formation à distance, réunion, rencontre d'affaires, style Zoom ou enfin. Pour certains créateurs indépendants qui utilisent la plateforme, ils hébergeaient leurs vidéos là. Et puis, il est arrivé un ou quelques cas où ces personnes-là se sont fait dire vous utilisez beaucoup de la bande passante, donc au lieu de payer seulement le montant convenu d'après le contrat annuel, je ne sais pas quoi, ben on va augmenter vos frais de diffusion. Oups. Dans notre cas, je ne crois pas que ça va arriver. Ceci dit, transférer les vidéos vers une autre plateforme. La seule autre place viable, c'est YouTube. Ouais. Pour le visionnement, la qualité de transmission, il n'y a pas de problème là. C'est les publicités. Est-ce qu'il va y avoir des publicités dans nos vidéos? Je ne sais pas. J'espère que non, parce que j'ai coché la petite case Do not monetize this video. Je veux voir si je peux héberger les vidéos puis faire du streaming de vidéos sur le site belisle.ca où est hébergé notre projet et mes autres projets à moi. L'option est disponible, mais je pense que c'est un ajout. Je vais voir ça plus tard, enfin. C'est des choses qui m'agacent, qui m'énervent. J'ai passé du temps là-dessus. Et puis, c'est dommage. Et ce n'est pas dommage, parce que ça m'a donné une idée. Si je mets des vidéos sur YouTube, alors disons pour l'instant, je les laisse sur Vimeo, tant qu'on ne me dit pas oh, vidéo, mais c'est bien, ça prend trop de bande passante. Alors, je vais laisser les vidéos là. Je vais continuer de téléverser les nouvelles versions sur Vimeo. Je vais aussi mettre sur YouTube. Moment promotionnel classique que tous les YouTubers font, c'est-à-dire abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis vous allez recevoir des notifications, en tout cas, alerte. C'est un gros mot. Enfin, vous allez recevoir un avis de nouveautés quand il y aura des nouvelles vidéos. Et puis, j'ai pensé que je pouvais ainsi, sur YouTube, faire des mini-vidéos et puis que je n'ai pas à vous envoyer des courriels à chaque fois. Et puis que ces mini-vidéos seraient des capsules faisant état de la progression du projet, en plus des vidéos qui sont des épisodes plus structurés. Voilà. Alors, on est plus moderne, on est plus dans le vent, là, on est dans l'immédiateté, on est dans la transmission sur le vif. Je vais voir ce que ça donne. D'où le fait aussi que j'ai mieux équipé le bureau qui se transforme tranquillement en studio d'enregistrement. Prochaine étape, ce sera de me procurer une chaise qui ne grince pas. Hein? Des bruits de fond comme ça qui sont très difficiles à enlever au montage. Enfin, ça c'est pour l'ensemble des bonnes, mauvaises nouvelles, des mauvaises, bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui, je me concentre sur des explications concernant le fonctionnement d'Internet et le fonctionnement en détail, pas absolument dans tous les détails, mais le fonctionnement en détail de la page qui nous permet de faire des sélections de citations aléatoires. Mais pour comprendre cette page-là, il faut en premier comprendre comment Internet fonctionne. Un survol va être suffisant. Internet fonctionne parce que c'est le résultat de 20-30 années de travaux, de recherche, d'expérimentation, de développement. Et puis, j'ai trouvé une vidéo intéressante, mais c'est en anglais, ça dure 9 heures. Je vais mettre le lien. Alors, si vous avez 9 heures à consacrer à cette vidéo, qui se veut un cours, mais ce n'est pas vraiment un cours,
Ce qu'il y a d'intéressant dans la vidéo, c'est que les acteurs qui ont construit l'Internet à partir des débuts sont interviewés. Alors, c'est intéressant. Et puis, il y a beaucoup d'anecdotes desquelles on comprend que ce qui constitue l'Internet aujourd'hui et fonctionne de la façon qu'il fonctionne, c'est la meilleure solution qu'on a pu trouver. Bon, ça devrait fonctionner. J'ai changé de caméra. Je suis à la fois plus rouge sur un fond plus vert. C'est un peu triste, mais enfin. Ici à l'écran, nous avons une page Wikipédia. Fabuleux Wikipédia. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Alors, Histoire des ordinateurs, je vais mettre le lien dans notre page de référence pour le projet. Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire des ordinateurs au complet. C'est qu'il y a suffisamment d'informations là-dedans, si vous voulez aller lire, des informations satellitaires à notre projet, mais que je trouve intéressantes. Je résume en quelques lignes. À partir des objets qu'on a inventés pour nous aider à calculer, on pensera aux cordes nouées, aux bâtonnets striés, le boulier, les premières machines mécaniques à calculer, comme la pascaline. Qu'est-ce que j'ai aussi noté? Quelque chose qui m'avait intrigué quand j'étais petit, je ne sais pas, j'ai vu ça dans une encyclopédie. Les bâtonnets de Napier. Et la très impressionnante réalisation de Charles Babbage, une immense machine compliquée, qui, si mon souvenir est bon, il ne l'a jamais vu fonctionner de son vivant. Enfin, tous des appareils pour nous aider à calculer, parce que calcul c'est important. Calcul, c'est proche de l'argent. L'argent, c'est important. Donc, il faut calculer comme il faut. Il ne faut pas faire d'erreur. Il faut être rapide, performant, précis, et ainsi de suite. Et puis, à partir de ces mécaniques incroyables, on s'est dit, oui, c'est rapide, mais ça peut briser. C'est pas assez rapide. Alors vient l'idée de transférer ces systèmes mécaniques vers des systèmes électroniques. D'autant qu'on avait on avait inventé des circuits, des lampes, des trucs. En tout cas, qui faisaient des machines absolument incroyables, bruyantes, dégageaient une chaleur phénoménale. Mais ça calculait bien. Et puis, transistor, invention fabuleuse, qui apparaît à un moment donné, a permis de tout réduire. Et puis là, c'était moins bruyant, c'était moins chaud, c'était encore plus performant. Ben là, il n'y a pas de fin, on faut calculer ça. Alors, le problème de pouvoir transposer des opérations mécaniques avec des engrenages vers des systèmes électroniques, c'était tout un défi. Et les solutions qui ont été trouvées sont, aujourd'hui on doit le constater, les meilleures qu'on a pu imaginer à l'époque. Les meilleures inventions se sont améliorées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, considérant que l'informatique, c'est un traitement de données binaires, comme on a déjà vu dans nos vidéos précédentes, c'est pas un hasard, c'est pas un caprice, c'est une nécessité, c'est ce qui a été le plus efficace. Maintenant, c'est bien, on a des ordinateurs super puissants qui peuvent calculer, stocker des données. Apparaîtra l'idée que les données qui sont sur l'ordinateur A, on aimerait bien pouvoir les transférer sur l'ordinateur B ou permettre à l'ordinateur B d'avoir accès aux données de l'ordinateur A. Alors, il faut les relier ensemble. On fait ça comment? On va mettre un câble. C'est quand même sur une période de presque 30 ans, recherche et développement, où on a fini par mettre au point un système en, on va dire, 7 couches. C'est ce qui a été populaire à un moment donné. Je ne sais pas s'il y en a moins ou plus aujourd'hui. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Système en 7 couches à partir de la couche physique, c'est-à-dire une carte réseau, un ou des câbles qui relient un ou plusieurs ordinateurs, des logiciels qui gèrent cette couche physique-là, et d'autres logiciels par-dessus ceux-là qui
gère d'autres opérations jusqu'à la 7e couche, qui est la couche applicative, ce qui nous intéresse nous. Alors, cet ensemble compliqué de couches fait en sorte que ce que je vais expliquer tantôt apparaîtra extraordinairement compliqué, mais en fait, c'est la solution la plus simple qu'on a pu trouver. Alors, non seulement que c'est simple, efficace, rapide, avec un très très faible taux d'erreur, avec des systèmes de gestion et de correction des erreurs. Un système qui peut être expansif à volonté, c'est-à-dire qu'on pourra ajouter de plus en plus de systèmes d'ordinateurs et de connexions, et ça ne flanchera pas. On sait aujourd'hui tout ce qui est connecté sur Internet, c'est fou. On peut même connecter un réfrigérateur, un micro-ondes sur Internet. Ce qui sera amusant, jusqu'à la fin de mes jours, je vais rester absolument sidéré par le fait que autant de sciences, de techniques, d'expérimentation, de travaux, de permettent au final à la grande majorité de la population de passer des heures à jouer sur des petits appareils, à jouer et à s'envoyer des photos de chiens et de chats. C'était pas du tout dans les visites d'origine des créateurs d'Internet et des visionnaires de l'ère de l'information. Ceci dit, c'est la preuve que tout le système fonctionne, même si c'est très complexe, parce qu'on peut l'utiliser avec énormément de simplicité. Parce qu'on peut l'utiliser avec beaucoup de simplicité, ça ne veut pas dire qu'il est simple. Et ça ne veut surtout pas dire qu'il est simple à mettre en place, à développer et à diffuser. Non, c'est pas simple du tout. Dans mon temps, autrefois, début 2000, faire des pages web, c'était extraordinairement laborieux, il fallait tout faire à la main, il n'y avait pas de logiciel qui automatisait les choses. C'était une prise de contact sur la matière de l'information, vraiment avec nos 10 doigts sur le clavier. J'en ai une jolie nostalgie. Mais bon, on verra que cette nostalgie-là n'est pas très utile, quoique j'essaie d'utiliser ces techniques antiques de développement pour essayer de très très près de l'information que je manipule. Donc, nous avons ici une jolie page, car maintenant je peux m'enregistrer en vignette en même temps que je peux montrer des choses à l'écran. J'ai noté toutes sortes d'autres pages aussi, dont je vais mettre les liens dans notre page de projet. Ce sont toujours des lectures ou des visualisations ou des visionnements optionnels. On n'est pas obligé de passer tout ce temps-là là-dessus. Et là, peut-être que vous avez entendu les chatons mignons qui courent chez ma voisine. On s'en sauve pas. Dès qu'on parle d'Internet, il est question de chat. J'arrive pas à être sérieux parce que il y a eu beaucoup de difficultés et de frustration avec la création de cet épisode. Alors, j'ai tendance à vouloir en rire plus qu'autre chose, mais je dois garder un peu de sérieux parce que nous sommes dans le monde du sérieux. Alors, je suis ici, on voit, je suis ici sur le côté. C'était pas la plus belle prise de vue. J'espère que vous allez voir bien, clairement, ce que je suis en train de manigancer. Alors, pour la forme, j'ai un effet miroir avec mon fond d'écran. C'est tout à fait mignon. Alors, nous allons parler de la notion de client-serveur. Dans le monde Internet, c'est tout à fait essentiel. Alors, un serveur, c'est à la fois un logiciel qui rend un service. Alors, le service, ça peut être une distribution de fichiers, comme ça peut être l'acceptation de fichiers pour être stockés ou la transformation d'informations à la suite de requêtes et de différentes formes de transmission. Un serveur, ça peut aussi être un ordinateur.
qui contient des logiciels qui sont aussi des serveurs. Alors ça rend un peu ça fait de la confusion, mais en tant que logiciel, un serveur peut être installé sur n'importe quel ordinateur. Exemple, un serveur web, s'il est compilé pour pouvoir rouler sous Windows, on peut installer un serveur web sur son portable, sur son ordinateur chez soi. S'il est compilé pour rouler sur macOS, on peut l'installer sur son Mac. Généralement, c'est fait pour rouler sous Linux, système d'exploitation très couramment utilisé dans le monde des serveurs. Dans ce cas-ci, à droite, chez moi, ici, j'ai le serveur web est installé sous forme d'un ensemble logiciel qui comprend le serveur web, la gestion de base de données, et ainsi de suite. Un petit ensemble qui s'appelle MAMP. En soi, les serveurs sont invisibles, ils n'ont pas vraiment d'interface parce que leur rôle n'est pas tant qu'on les utilise en tant qu'application. C'est pas comme Microsoft Word ou Excel. Ils rendent des services à d'autres ordinateurs qui posent des questions au serveur. Alors, on n'a pas vraiment besoin de les voir en action. Ce qu'on veut surtout, c'est être certain qu'on puisse y avoir accès et que ça fonctionne. Alors, à gauche, c'est mon client. C'est mon portable ici. Alors, je vais démarrer une session de navigation. Et puis, disons, j'ai tapé l'adresse en haut. Dans ce cas particulier, l'adresse, c'est un paquet de chiffres parce que je parle directement à mon serveur à droite, ne lui ayant pas donné de nom. Le seul moyen que j'ai de pouvoir le rejoindre, c'est lui donner son adresse IP, un petit paquet de numéros. Et puis, je demande au serveur, est-ce que je peux avoir la page d'accueil? Et puis le serveur va aller voir dans. Alors ça, c'est l'ensemble des fichiers qui sont accessibles par le serveur. Et puis là, le serveur reçoit la requête du client. Je veux la page principale. Et puis le serveur regarde. Oh, la page principale, c'est la page index.html. Je te l'envoie. Alors le serveur envoie la page au client. Le client fait le traitement pour l'afficher à l'écran. C'est le fun, ça va bien. Dans ce cas particulier, la page principale que j'ai demandé, dans le répertoire NR3, j'ai ici un client qui veut recevoir la page index. Il voulait la page index HTML. Je lui envoie et cette page contient une indication de redirection vers la page PHP. C'est un cas spécifique à cette page-ci. Pourquoi j'ai fait ça? Ce sera un petit peu compliqué de l'expliquer pour l'instant. Peut-être plus tard, on y reviendra. Alors, le client, mon navigateur web, reçoit cette page-là, voit l'indication « Ah, non, je dois aller voir cette page-là plutôt. » Alors, il redemande au serveur « Je veux cette page-ci. » Le serveur va lui servir cette page-là. Je sais, ça ne marche pas. Bon. Alors, il envoie cette page-là. Le navigateur la reçoit, en fait le traitement et me donne quelque chose qui, pour moi, est utilisable visuellement. Et puis là, je peux me promener dans le projet. Et puis, à chaque fois que je clique sur un lien, je fais une demande au serveur. Le serveur me renvoie une page. Ce qu'il y a d'intéressant et d'important, c'est que alors que nous, les humains, quand on regarde la page à l'écran, la page reste affichée pour nous tant qu'on l'a à l'écran. Si je change de page, je vais voir autre chose. Alors, ça nous donne l'illusion qu'on est constamment connecté avec un serveur. Parce que tant que la page apparaît à l'écran, on a l'impression qu'on est connecté. Ce n'est qu'une impression parce qu'en fait, ce que j'ai reçu, c'est une copie. Je ne vois pas la page directement sur le serveur. Ce que je vois, c'est une copie. Alors, constamment sur Internet, ce qu'on reçoit, c'est des copies. Alors, on peut imaginer un site populaire comme des nouvelles, Radio-Canada. Si on va sur le site de Radio-Canada, on peut imaginer que des dizaines, des centaines de milliers de personnes vont consulter ces pages-là et à chaque fois, chacun reçoit une copie de la page. Ça peut nous permettre de nous poser la question à savoir
jusqu'à quel point on a accès à l'information d'origine, parce qu'en fait, on reçoit constamment des copies. Et non seulement on reçoit des copies, mais la copie que l'on voit à l'écran, formatée et tout, ressemble pas vraiment à sa forme en mode texte. Alors, il y a encore une interprétation du contenu. Dans le cadre des questions qu'on peut se poser sur l'intégrité, l'assurance de l'originalité du document, que le fait que ce soit exactement le document d'origine que l'on consulte, étant donné que c'est toujours des copies et qu'elles sont toujours transformées, alors on admet généralement que la page que l'on voit à travers un navigateur web est équivalente à l'original qui a été desservi par le serveur. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement ça. Pour revenir au fait que nous avons l'impression d'être constamment en contact avec un serveur, en fait, on est tout le temps en mode déconnecté. C'est comme si je décidais d'appeler quelqu'un au hasard. Je vais l'appeler Jean-Paul. Alors, j'appelle Jean-Paul. Dans une conversation téléphonique habituelle, la connexion est constante et puis on est tous les deux à l'appareil, on est en train de se parler. Dans le mode client-serveur, ce qui arriverait, c'est je vais appeler Jean-Paul. Alors, j'appelle Jean-Paul et puis je dis allô et là, je raccrocherai. Et là, Jean-Paul me rappellerait pour me dire allô et puis il raccrocherait. Ensuite, je le rappellerai pour lui dire comment ça va et là, je raccrocherai. Ce qui semble être quelque chose d'absolument aberrant, mais dans le domaine d'Internet, c'est utile parce qu'en n'étant pas constamment connecté avec les serveurs, ça les rend disponibles pour desservir plus de pages à plus de gens. Parce qu'une connexion, ça utilise des ressources informatiques. Alors, on va au plus court, on coupe les communications constamment. Alors, on est en mode déconnecté. Pour consulter des pages relativement statiques, qui sont le lot de ce que nous avons jusqu'à présent dans notre projet, ça va, c'est correct. Je demande une page, je clique, je vais en résultat. Je peux préférer aller ailleurs, voir autre chose, une autre page. Et puis, l'information, elle est desservie. Je ne suis pas connecté au serveur, mais c'est pas grave. Pendant le temps que je consulte le contenu de la page, je n'ai pas besoin d'être connecté et je ne m'en rends pas compte. Ça va bien. Dans le cadre des applications qu'on s'est mis à développer, mais le web pourrait être plus que juste un système de distribution de contenu. Il pourrait offrir un contenu qui s'adapte à des requêtes que les gens peuvent faire, comme on peut consulter des bases de données, extraire des données, faire des recherches. Alors, ça serait bien de pouvoir mettre en place un système d'application. Et puis, mais en mode déconnecté, c'est compliqué parce que à chaque fois que je demande une page à un serveur, le serveur est très gentil, il me la renvoie. Mais le serveur n'a pas de souvenir qu'il m'a envoyé une page et il ne sait pas vraiment à qui il l'envoie. Alors, si on est 10 personnes à travailler sur un projet et on consulte une base de données en ligne, à chaque fois, pour le serveur, nous sommes toujours 10 nouvelles personnes. Pour que le serveur se souvienne que j'ai déjà fait une demande et puis que je fais une autre demande dans un cadre applicatif, il faut que le serveur se souvienne où j'étais pour pouvoir me donner l'information pertinente où je veux aller. Il faut mettre en place un mécanisme de mémoire, la mise en place de 2 ou 3 mécanismes de base. Et puis à partir de ça, on a pu construire des applications. Mais même si ce sont des applications, c'est en mode déconnecté. C'est-à-dire que même si il me semble que le serveur se souvienne où j'étais, qu'est-ce que j'ai comme données, qu'est-ce que je peux faire, quels sont mes droits d'accès, tout ça, dans les faits, il ne s'en souvient pas. Il faut constamment renvoyer cette information-là vers le serveur. Et le serveur nous renvoie aussi de l'information. Et on envoie l'information au serveur. Et le serveur nous renvoie l'information. Jusqu'à présent, dans notre projet, ça ne s'est pas avéré un problème. Maintenant, ça va commencer à être un problème. Bon, pendant une seconde, j'ai eu peur d'avoir perdu ça. Que d'émotions, que d'émotions. Ça va faire du bruit. Micro.
nous sommes rendus à l'étape où je vais expliquer, ou tenter d'expliquer, parce que j'ai recommencé un nombre incroyable de fois, ne me trouvant pas suffisamment clair, et puis c'est assez difficile de condenser dans quelque chose que je ne voudrais pas voir dépasser une demi-heure, un ensemble d'instructions qui existe dans un modèle qui est relativement simple à comprendre, mais quand c'est le temps de le voir exécuter, là, ça devient compliqué. Alors, je vais essayer de rester simple et, si possible, intéressant. Bon, alors, notre très chère page des citations, c'est un fichier. C'est pas ce qui est stocké sur le serveur. Sur le serveur, c'est ceci. Et encore, ceci, c'est une version qui ajoute des couleurs pour que ce soit plus joli, plus facile à identifier. Cette page-ci, ce que vous voyez, c'est une version, on va dire, élégante de la vraie page qui est celle-ci. Ça, c'est l'exacte page côté serveur qui contient toutes les instructions pour que l'on puisse avoir ceci et qui nous permet d'ajouter des citations, d'en enlever, de voir les références ou de les cacher en partie et même de changer la taille des caractères. Tout ça est géré dans cette page. Mais pour que vous puissiez voir les jolies couleurs qui distinguent les éléments fonctionnels les uns des autres, il vous aurait fallu installer ce logiciel. Bon, même si c'est gratuit, l'installer pour simplement voir une ou deux pages dans le cadre du projet, j'ai pas trouvé ça très très pertinent, mais j'ai découvert une petite librairie de code qui s'appelle Prism, et puis qui fait sensiblement le même travail, et en plus, c'est pas petit bonus, un effet de papier ligné, et c'est découpé selon le type de langage qui est utilisé tout au long de la page. Alors, on voit que c'est beaucoup découpé, donc il y a plus qu'un langage, en effet, il y en a 3. Une page, 3 langages, ça va bien. Alors, il y a le HTML qui est manipulé par le navigateur et qui contient à la fois le texte que l'on lit et les instructions de base de mise en forme. Il y a aussi du code PHP qui n'est exécuté que par le serveur. Le client ne voit jamais ce code-là. Il peut voir des résultats à la suite de manipulation côté serveur, mais il n'a pas accès à ce code-là, il n'a accès qu'aux résultats, si résultat il y a lieu. Et puis, il y a du code client qui est écrit dans un autre langage, JavaScript, qui lui est envoyé côté client et qui est exécuté par le client, le navigateur, et le serveur lui voit ça tout simplement comme du texte. Pour lui, ça ne signifie rien, il n'y a rien à faire là-dedans. Il fait juste le transmettre tel quel, imbriquer les uns dans les autres. Déjà, ça va pas bien. C'est malheureusement inévitable. Comme nous allons voir, on commence. Moi, je veux voir une page web. J'ai le lien, soit parce qu'on me l'a envoyé, peut-être par courriel, peut-être par texto, ou je l'ai peut-être trouvé en faisant des recherches avec Google, ou c'est un lien qui était dans une page où j'étais précédemment. Alors, je vais voir cette page-là, je clique sur le lien, ça envoie une instruction au serveur, ça trouve le serveur reçoit la demande, trouve le fichier dans l'arborescence, lit le fichier et ensuite va procéder à l'envoyer au client, sauf si il y a des choses à faire avant. Et ça, il le voit en étudiant le contenu du fichier de façon linéaire, du début à la fin. Donc, au début, il voit, c'est du HTML, je peux l'envoyer tel quel au client. Alors, il envoie ce petit bout de texte-là au client. Le client reçoit ce petit bout de texte-là et dit, je vais recevoir du HTML, je me prépare. Ensuite, le serveur voit,
la balise PHP, parce que le code côté serveur est écrit dans ce langage-là, et dit « Oh, ça c'est des choses que moi je dois faire. » Dans ce cas-ci, j'assigne 3 valeurs à 3 variables, dont une est le titre, une est le nom de l'épisode, et ici c'est note de recherche 3 avec le nom de l'épisode. Ça fait 3 variables. Il les stocke en mémoire temporairement. Il ne les envoie pas au client. Ensuite, le serveur voit « Oh, mais ça c'est du HTML. Je peux l'envoyer au client. » Il l'envoie au client. Le client reçoit. Qu'est-ce que le client fait? Ah, c'est du HTML, je vais le manipuler. Je constate que c'est du code qui concerne l'entête du document, donc j'ai rien encore à afficher, mais j'ai des choses à faire. Ah, il regarde. Méta. Donc, c'est de la méta-information sur le document. Et une des méta-informations, c'est l'encodage. Et c'est spécifié UTF-8. Donc, le navigateur sait que tout le texte qui est affiché va l'être suivant l'encodage UTF-8 dont nos lettres accentuées font partie. Bon encodage, bonne lettre accentuée. Pas d'erreur possible. Ça, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Jusque-là, ça va bien. Le titre. Ah, le titre de la page, il va le placer dans l'onglet en haut ici. Et ensuite, link, lien. Ah, un lien. Ouais. Un lien vers une autre page. Le navigateur va donc dire, je vais aller chercher le contenu de cette page-là. Et pour l'obtenir, il fait une autre demande au même serveur pour lui dire, donne-moi ce fichier-là, s'il te plaît, j'en ai besoin. Alors, le serveur est en train de travailler sur la page et déjà, le client lui fait une autre demande, mais comme il s'agit d'une autre demande et comme le système entier est déconnecté, pour le serveur, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui demandait une page différente. Alors, le serveur est capable de travailler sur plusieurs choses à la fois. Ah, un client veut une page, il va aller voir dans l'arborescence. Ici, le fichier CSS, citation.css. Et visuellement, ce fichier-là, on peut le regarder 2 secondes. C'est un fichier qui contient des instructions de formatage. Bon, moi, en tant que serveur, je n'ai rien à y faire. Je l'envoie tel quel au client. Le client reçoit cette page-là, reçoit les instructions. Il va les manipuler de sorte qu'il va être prêt à pouvoir les appliquer au document qui est en train de se construire, mais on n'a pas encore reçu le document au complet. Non, on est toujours dans l'entête. Alors, le serveur continue. On a terminé l'entête. On arrive à la section Body, le corps du document. Donc, enfin, on va avoir le contenu. Et puis, déjà, ça commence. Script. Ah, le contenu contient une portion de code. Script, c'est un type de langage de programmation qui n'est pas compilé. Alors là, ça, je n'ai pas parlé de ça encore. Je me ferai une note et j'y reviendrai. C'est pas essentiel à notre projet, mais ça peut être juste amusant d'en glisser un mot. Disons tout simplement pour l'instant que script, c'est du code de programmation. Dans ce cas-ci, comme la balise script est du HTML, nécessairement, le code qui suit, c'est du code qui concerne le client. Donc, le serveur voit ça tout simplement comme si c'était du texte. Et puis, il l'envoie tel quel jusqu'à la fin de la balise script. Il envoie le tout au client. Le client reçoit le code. Là, c'est la tâche du client de comprendre ce code-là et de l'exécuter. Alors, il va l'exécuter ligne par ligne, comme le serveur exécute le code ligne par ligne au fur et à mesure qu'il le voit dans le fichier. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper du contenu parce que là, on va se perdre littéralement. Pendant que le client travaille sur ce code, le serveur continue. J'ai ici une autre balise PHP, donc c'est du code que moi, le serveur, j'ai à m'occuper. Alors, qu'est-ce que ce code dit? D'ajouter le contenu qui est dans le fichier dynamictype.php et aussi d'inclure le contenu qui est dans le fichier nav.php. Bon, ben, il va aller chercher ces éléments-là qui sont ici et on peut les regarder rapidement. Alors, ce code-ci va être copié et mis ici.
Alors, c'est la même chose que si j'avais tout simplement écrit ici tout ce contenu. En le séparant de cette page-ci, on comprend facilement que je peux inclure le contenu de cette page-là dans plusieurs pages web, ce qui fait que je n'ai qu'à écrire le code une seule fois et puis les distribuer partout où j'en ai besoin. La beauté de la chose, c'est que s'il y avait une erreur ou je veux faire un changement, je le fais à une place et il se distribue partout. Si je fais une erreur aussi, elle se distribue partout. Il faut faire attention. Alors, ce contenu s'inscrit ici. Ce contenu, on peut aller voir le contenu aussi. Ne soyons pas gênés. Et ce contenu est ajouté ici. Maintenant que le contenu est ajouté, le serveur va voir, est-ce que j'ai des choses à faire? Est-ce que j'ai des choses à envoyer au client là-dedans tout de suite? Pour l'instant, non. Il semble que non. Dans ce cas-ci, est-ce que j'ai quelque chose à envoyer au client? Non, il semble que non. Quoi qu'on voit des balises HTML, mais non, je ne l'envoie pas tout de suite et on verra tantôt pourquoi. Alors, tout ça fait partie de la page. Ici je vois une balise HTML, div class égale large title. Oui, parce que comme j'ai appris l'informatique en anglais, j'ai toujours le réflexe de tout mettre en anglais. Quand je cherche de l'information, quand j'ai des problèmes, je trouve mes solutions en anglais. Et puis mon cerveau ne revient pas toujours en français. Et par la suite, je traduis les choses en français, mais pas toutes. Enfin, pour l'instant, nous sommes en mode de développement. Alors, on ne le dit pas. Alors, une division en HTML, c'est un espace de la page web dans laquelle je peux mettre du contenu, peu importe le contenu. C'est un segment. Alors, il peut être visible ou même invisible. Class égale large title fait référence au fichier CSS qu'on a vu plus tôt. Est-ce que je l'ai laissé ouvert ici? Alors, ces instructions de formatage sont appliquées à notre division. Mais comme il s'agit d'une balise HTML, du code client, le serveur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce contenu-là et il l'envoie au client. Alors, on voit que le client reçoit l'information goutte à goutte. Heureusement que c'est rapide, parce qu'on pourrait attendre longtemps. Ce qui était le cas de l'Internet au début, c'était tellement lent, mais c'était tellement fabuleux. À nouveau, le serveur voit du code PHP, ça me concerne. Alors, ici, une ligne en gris, c'est un commentaire. Ça documente le code. Bon, pour l'instant, c'est juste le titre comme tel. Enfin, on assigne des valeurs à des variables. Et ici, c'est un nom de fonction. Fonction, c'est du code à exécuter. Alors, c'est un appel de fonction. Mais la fonction, elle est où? Elle était dans ces fichiers-là. Alors, il faisait la lecture du code de la fonction. C'est tout. Je lis la fonction, elle existe. À ce moment-ci, c'est le temps d'appeler la fonction. Il exécute le code dans la fonction. Et puis, il continue. Une autre fonction. Non, j'exécute le code, je continue. Et ici, c'est encore du HTML. On va avoir un tableau, on va avoir des rangées, des cellules. Bon, c'est très joli. Encore du code serveur. Une autre fonction qui a été définie dans ces fichiers-là. Alors, il sait qu'elle existe, il l'a trouvée. Et là, maintenant, c'est le temps de l'exécuter. Côté serveur. Le client ne sait pas. On continue. Donc, c'est ainsi de suite. On envoie du HTML et où on exécute du code côté serveur. Alors, c'est bien un beau gros bloc d'HTML. Pendant un certain bout de temps, le serveur a la paix. Il n'a pas trop à réfléchir. Il envoie le texte. Un petit bout de script, mais c'est côté client. Il envoie le code. Il s'en occupe pas plus qu'il faut. Ici, code serveur, PHP. Je dois travailler, moi le serveur, je dois travailler. Alors, si ceci ou ça, fait ci ou ça, tout doux. Et dans ce code-là, il y a du code HTML. Mais c'est dans du code exécuté par le serveur. Il faut voir dans le détail. Alors, si moi, le serveur, je peux trouver
cette variable-là TC, et puis que cette variable-là n'est pas vide, donc j'envoie au client ce bout de code. Sinon, je ne fais rien. Il n'a pas besoin de savoir c'est quoi TC. Il a juste il cherche, est-ce que ça existe, oui ou non? Ça n'existe pas, je n'envoie pas ce bout de code-là. Si ça existe, je l'envoie. Le client n'est pas plus réactif qu'il faut. Lui, sa fonction, c'est je reçois une page web. Est-ce que je vais recevoir un morceau ou non? Moi, je reçois ce que je reçois et c'est tout. Et ça continue. Nous, on définit ici un espace tableau. On termine du corps du document et on ferme la page HTML. Pouf, c'est fini. Et la connexion est rompue. Comme on a vu tantôt, tout est en mode déconnecté. La connexion est rompue. Notre client a toute l'information dont il a besoin pour pouvoir afficher son contenu. Mais à ce moment-ci, je n'ai pas parlé de citation, je n'ai pas parlé de sélection aléatoire. Il y a beaucoup de choses qui semblent ne pas avoir été faites et pourtant on les voit à l'écran. Mais il ne me semble pas qu'on a vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui manque? Il manque généralement tout ce qui est inclus dans ce grand bloc de script qui est à être exécuté par le client. Mais le serveur s'en est pas occupé. Il a vu ça comme simplement du texte. Il l'a envoyé au client et c'est tout. Oui, mais les citations, elles sont où? Elles sont stockées sur le serveur. Pourquoi le serveur n'a pas envoyé les citations? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, nous allons aller côté client et puis on va reprendre le contenu de la page, mais en tant que client. Ça serait plus clair si je faisais une autre copie de ce fichier, mais dans la forme modifiée après l'exécution des scripts serveurs, qui soit exactement conforme à la forme qui est en mémoire dans notre navigateur. Ceci dit, ça serait beaucoup de travail et ça serait encore plus embêtant parce que j'ai essayé et puis c'est pas clair du tout. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est en bonne partie ce qui est ici. Et ça, à première vue, ça ne ressemble pas du tout à ceci. On se souvient que le code est lu et exécuté de façon séquentielle du début vers la fin du document. Alors, notre navigateur a reçu une en-tête, a reçu le corps du document. Dans ce corps, il y a une portion script, donc c'est un langage de programmation. Et puis, il va lire ça, on l'a dit tantôt. Et mais qu'est-ce qu'il a lu? Alors, c'est le temps de s'en occuper. Alors, ici, il y a une variable qui correspond à la première, c'est étrange, c'est 0. Enfin, c'est un truc comique. Dans la plupart des langages, les premières choses ont l'index 0. Parce que comme 0 est un nombre, c'est quelque chose. Donc 0, c'est le premier nombre. C'est le premier élément d'un ensemble. Il s'appelle 0. Bon. Alors 0, c'est le premier. Alors cette variable-là fait référence au contenu de la première feuille de style reçue. La première feuille de style reçue, c'est ici, citation.css. Et puis, il y a une fonction. La fonction, il va la lire, il va s'assurer que la syntaxe est correcte, mais il ne va pas l'exécuter. Donc, ça reste en mémoire, il ne se passe rien. On continue. On a quelques variables. On a ici une classe. Une classe? Qu'est-ce que c'est une classe? Une classe, ça pourrait être vu, bon là, les puristes vont m'arracher les yeux. Une classe pourrait être vue comme une fonction, c'est-à-dire c'est un ensemble de code qui s'exécute à la demande. Dans ce cas-ci, à la différence d'une fonction qui reçoit des paramètres crunch crunch résultat, dans le cas d'une classe, quand on crée une instance, on crée une copie du contenu
qui est à peu près l'équivalent d'une fonction. Alors, la fonction, on envoie une valeur, crunch, crunch, calcul, résultat. Dans le cas d'une classe, on demande une instance, donc on demande un résultat, et le résultat est le contenu de la classe. Ah, c'est pas clair du tout. Non. Dans le cas qui nous intéresse, ici j'ai appelé ça référence biblio pour bibliographie, cette classe contient une structure avec un identifiant et du texte. Alors, quand je vais appeler la classe, elle va me donner une structure qui contient un espace pour mettre un identifiant et un espace pour mettre le texte, ce texte étant le contenu de la citation. L'identifiant, si j'appelle le code de la classe, je reçois une structure dans laquelle je peux mettre des données. Mais pour l'instant, je ne fais que la définir. Je ne l'appelle pas encore, donc c'est en mémoire, comme notre fonction un petit peu plus haut est en mémoire. Il ne se passe rien. Une autre variable. Et ici, une fonction. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? On s'assure que la syntaxe est correcte. On ne l'appelle pas tout de suite. J'ai un appel de fonction, qui est justement celle qu'on vient d'analyser. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans ma page, en tant que code scripté, je me mets une note, comme un petit post-it électronique. Je me mets une note que je dois exécuter la fonction, mais je n'ai pas fini de lire toute la portion de langage scripté. Alors, je continue. Alors ici, j'ai une fonction. D'accord, la syntaxe est bonne, je note le nom. J'ai une autre fonction, c'est beau, la syntaxe est belle. J'ai une autre fonction, une autre fonction, une autre fonction, une autre fonction, et une autre, qui est plus long que les autres, qui est en soi un petit cauchemar. Et puis, une autre fonction, et mon bloc scripté est terminé. D'accord. Alors, je peux revenir, parce que j'avais une note d'exécuter une fonction. Et c'est le temps de charger un document, parce que la fonction loadDoc va charger un document. Alors là, mais j'ai un document HTML en train de se faire construire, qui est déjà allé chercher un document CSS pour la mise en forme. Et là, il va aller chercher un autre document. Et ce document-là, c'est biblio.xml. Alors, je vais demander au serveur le fichier des citations, qui est ici. On le voit ici. On l'a déjà vu. Alors, le serveur va voir, c'est du XML, c'est beau, j'envoie ça au client. Je n'ai pas vraiment à faire quelque chose de mon côté. J'envoie le fichier tel quel au client. Le fichier arrive. Et puis, une fois qu'il est arrivé, il faut bien le manipuler. Alors, dans ma demande de fichier, j'indique aussi quelle autre fonction je vais appeler pour manipuler ce document-là. Alors, le document arrive, il va appeler la fonction getBiblioTree et dans getBiblioTree, il passe en paramètre le contenu du fichier XML. Et ici, ce qu'il va faire, et c'est un découpage en petits morceaux, il va prendre le contenu du fichier au complet, et puis, on voit ici que pour chacun des éléments bibliographiques, il va créer un objet qui s'appelle référence biblio, et on se souviendra ici de la classe référence biblio. Alors, je parle de classe, je parle d'objet. Pour l'instant, on va assumer que c'est la même chose. Alors, encore là, les puristes ne seront pas heureux. Mais c'est à ce moment-ci où je demande pour chaque entrée bibliographique de me créer une structure de données qu'on a vu ici. ID texte pour identifiant et le texte qui est le contenu. Alors, créer une structure et dans cette structure-là, je vais aller placer l'identifiant et le texte. Et puis l'ensemble de ces structures-là, je les mets dans une liste. Donc, tous les éléments sont placés séquentiellement du premier au dernier. Alors ça, c'est joli. Et on a encore un autre appel de... J'ai fait une erreur. Là, je parlais de citation quand je voyais le mot biblio, mais ce sont les notes bibliographiques qui sont chargées en premier.
Ensuite, c'est les citations, selon le même principe. Je vais mettre les correctifs, je crois, à l'écran, alors que vous allez regarder la vidéo, parce que ça va être un petit peu mélangeant. Ensuite, on a encore un appel de fonction pour aller chercher un fichier au serveur. Et là, c'est le fichier des citations. Ah, nos chères citations. Les voici. Le fichier citation, une fois reçu, va être traité par la fonction getCitation, qui est ici. Et dans la fonction, on en appelle une autre, qui est charger les citations, qui est celle-ci. Pour l'instant, c'est beaucoup. On devrait prendre une pause. Bon, on va continuer. Mais en attendant, bon, nous sommes rendus, après la pause, à charger le fichier des citations. Tout comme le fichier des références bibliographiques, le fichier des citations.xml est sur le serveur. Nous sommes côté client. Moi, le navigateur, j'ai cette fonction-là à exécuter qui dit demande au serveur le contenu du fichier citation XML, je veux le récupérer. Et une fois qu'il est récupéré, j'appelle cette fonction getCitationsTree à laquelle je vais pouvoir passer le contenu du fichier des citations. Et ici, je vais découper mon fichier citation, fichier XML. Pour chacune des balises, je peux le découper. Il y a déjà du code tout fait qui permet de faire le découpage de façon automatique. Alors, c'est une des beautés du XML. C'est la facilité d'aller chercher les éléments à l'intérieur d'une structure complexe sans avoir à écrire du code à pu finir. Chaque citation est placée dans une liste qui s'appelle citation. Ensuite, je vais enfin pouvoir charger visuellement dans ma page les citations. Il était temps. Alors, j'appelle la fonction charger les citations qui est ici et j'ai une valeur ici arbitraire, 6. J'avais choisi 6 parce que avec l'écran que j'ai, généralement, je pouvais facilement voir le contenu de 6 citations à la fois. Alors, j'ai trouvé que c'était un beau chiffre. Alors, j'ai choisi 6. Comme il faut tout dire aux ordinateurs. Puisque je veux 6 citations, mais que ma liste de citations en contient 1100 quelque chose, alors je veux que 6 fois, l'ordinateur aille choisir au hasard une citation. J'ai ici une boucle qui va être exécutée 6 fois, donc à partir de la valeur 0 jusqu'à la valeur que j'ai déterminée. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et non, il n'y a pas 6. Mais 5 et 0, ça fait 6. Comme on se souviendra que les listes et les séries, ça commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. 5, ça nous donne 6. De 0, tant que i est plus petit que la valeur que j'ai choisie. J'ai plein de souvenirs de mes cours informatiques. Quand j'imagine le prof en avant, il expliquait ça, et il devait avoir un paquet d'yeux comme ça, comme une boucle. 6 fois va exécuter cette ligne de code qui va ajouter une citation choisie au hasard parmi les 1160 que nous avons recueillies du fichier XML. J'appelle la fonction obtenir citation unique. Et puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure que dans la liste des 6 citations que je veux sélectionner, à chaque fois qu'elle en ajoute une, il n'y a pas de doublon dans la série. Une fois que j'ai obtenu 6 citations uniques, je vais les afficher à l'écran. Enfin, pour les afficher à l'écran, il faut aussi tout dire et tout spécifier. Alors, pour chacune de ces citations, je vais appeler « Ajouter citation » et prendre la première citation de ma liste des 6. Je l'ajoute à ma page. Je reviens, je prends la deuxième citation, je l'ajoute à ma page, et ainsi de suite, tant que je n'ai pas complété ma série de 6. Alors, ajouter citation, c'est une des premières fonctions que j'ai faites dans le projet. Et puis, il y avait beaucoup de tentatives, d'essais, d'erreurs. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le code, parce que, à mon grand désarroi, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec JavaScript. Puis je ne me souvenais plus comment ça fonctionnait. Alors, j'essaie un truc, ça ne fonctionne pas. J'essaie. Alors, dès que ça marche, je passe à chaque petite étape suivante.
Et puis ici, c'est le parcours du combattant qui fait en sorte que c'est de loin le code le plus inintéressant de la page. Je ne l'ai pas encore modifié. En même temps, je pense que c'est un peu utile qu'au moins une fois dans le parcours du projet, on voit que les choses ne se déroulent pas nécessairement avec facilité, légèreté. Il représente une citation parmi les 6 de ma sélection aléatoire. Mais on l'ajoute où dans la page? Il faut spécifier exactement où je veux mettre la citation. Alors, les citations s'en vont dans le tableau qui est défini ici au bas de la page. Parce qu'après le tableau que nous avons ici, il n'y a plus rien. La page est finie. Alors, le tableau est à la fin de la page. Alors, on imagine qu'on est en train de construire la page. Elle est vide. Il y a juste l'entête en haut. Je vais aller chercher une référence à ce tableau qui est à la fin, qui est vide. Alors, c'est comme si je le prenais par la main, que je peux l'ouvrir et le manipuler. Et puis, j'ai des instructions de formatage qui auraient pu être dans le fichier CSS. Mais comme j'étais en train de développer le tout, c'était plus facile d'avoir tout dans le même fichier, puis de manipuler, triturer, ajouter, enlever, modifier des valeurs pour voir au fur et à mesure quel genre de rendu ça donnait à l'écran. Alors, je les ai laissés ici, alors que je devrais les transférer dans ce fichier CSS, ce que je peux faire plus tard. Je vais créer une cellule qui va correspondre à un espace dans lequel je vais pouvoir insérer la citation et sa note bibliographique. Je crée une cellule. Je définis aussi des paramètres de mise en forme qui pourraient aussi être dans le fichier CSS. Je crée une division qui va être ça ici. Et aussi, il y a des paramètres de formatage. Et là, c'est le temps d'aller chercher le contenu de la citation. Contrairement aux notes bibliographiques où j'ai parlé de classe, de structure de données, ici pour les citations, comme j'avais fait ça avant de travailler la portion des notes bibliographiques, je m'étais simplement contenté de parcourir l'arborescence de la structure du fichier XML et de récupérer les éléments que j'avais besoin et de construire une chaîne de caractères pour afficher l'ensemble ici. Ça fonctionne. Mais ici, quand on regarde le code, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. Alors, j'ai mis des petits commentaires pour me rappeler plus tard qui est quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et puis, tout ce contenu, ce petit charabia, c'est une espèce de... On va appeler ça une poutine. Hein? Une poutine de code. Plein de sauce et fromager, enfin. Alors, cette poutine de code construit une chaîne de caractères, le texte, qui va être affiché ici, identifiant de la citation, contenu de la citation. Si j'avais créé une classe pour mes citations, si j'avais créé une structure de données, au lieu d'avoir tout ce charabia et ces commentaires-là, j'aurais pu utiliser quelque chose de plus clair, de visuellement plus facile à comprendre pour qui d'autre voudrait bien aller jouer dans le code. Alors ça, c'est extrêmement important quand on programme, d'essayer d'être suffisamment clair et d'avoir à l'esprit que d'autres personnes vont peut-être, ou pourraient, ou peuvent travailler dans le code. Et là apparaît presque une religion technique d'une façon de développer, d'une façon de présenter, d'une façon d'organiser, d'une façon de structurer la logique des applications. Et c'est presque un petit univers en soi. Je ne suis pas toujours d'accord avec les énoncés quasi religieux de cette façon de travailler, mais je sais en prendre l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver à produire quelque chose qui fonctionne et ensuite, on l'améliore. Et j'ai le droit, car pour l'instant, je suis seul à travailler sur le contenu du projet. La division, qui est cet espace ici, qui a été créé, va recevoir sa portion de la citation qui est la courte mention de la référence bibliographique, banque de citations. Alors, je suis allé consulter le fichier PDF. Pour chacune des citations, à la fin, il y a entre parenthèses une référence aux notes bibliographiques. Alors, c'est une référence qui est textuelle. Et ici, ce sont les notes bibliographiques, classées par ordre d'auteur, d'autrice, d'auteur. Mais la note comme telle, il n'y a pas d'identifiant numérique qui relie
spécifiquement une citation et la note bibliographique. Alors, j'ai dû manuellement joindre les deux. Mais à titre de visualisation, pour être le plus conforme possible, euh, avec le format original du document, le numéro de citation, le contenu et ici le texte de référence qui est le même que, on va dire celui-ci. À peu près le même formatage. Évidemment, je me suis amusé à faire des cadres. C'était plus clair d'avoir une couleur contrastante pour mieux comprendre la fonctionnalité, je crois. De toute façon, tout ça, c'est à changer. Parce que, malgré que je voulais que ça ressemble au document d'origine, dans les faits, ça n'y ressemble pas du tout. Et ça, c'est une question extrêmement importante. Et puis, même si je semble minimiser l'impact d'une présentation par rapport à une autre, c'est très important. Mais ça, on doit y revenir plus tard parce que c'est tout un sujet en soi. Alors, si je m'en vais trop sur des tangentes, on va perdre le fil de nos explications de code. Alors, donc, on revient ici, on assigne à la division, donc c'est un petit espace visuel dans lequel je peux mettre du contenu. On assigne cette portion textuelle de la référence à la note bibliographique. On va dire une référence textuelle courte. Et ici, on voit plus, ce petit bout de code-là produit le petit bouton plus. C'est assez charmant. Et puis une fois que toute notre cellule, c'est-à-dire tout ça au complet, a été défini dans le détail et non sans peine, on peut passer à l'ajout de la citation suivante. Et ça se fait 6 fois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ça, c'est instantané. Alors, allez chercher la page, allez chercher le fichier des CSS de mise en forme visuelle du document, allez chercher les fichiers de citations et de notes bibliographiques, les séparer en petits morceaux, en créer des structures, en choisir 6 citations, produire le formatage, l'afficher à l'écran. C'est instantané. À chaque fois que je rappelle la page, tout ce que j'ai dit, ça fait tout de suite. C'est assez fabuleux. Ne cessons pas de nous étonner de la rapidité des ordinateurs d'aujourd'hui. Mais on n'a pas fini. Non. Alors, nous avons chargé les citations dans la page. Et là, c'est un petit peu mélangeant. Alors, on a terminé l'ajout de nos 6 citations parce qu'on a terminé la boucle de l'ajout des citations qui est dans la fonction charger les citations, qui a été appelée par la fonction getCitationTree en réaction au fait qu'on a reçu le fichier citation XML au complet du serveur. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est 2 appels de fonctions qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, avaient d'autres fonctions qui ont été appelées, d'autres fonctions et d'autres fonctions. Et on revient, ces appels-là sont terminés. Alors, les fonctions ici, on les avait déjà lues, nous étant le navigateur, on les avait déjà lues. On les avait lues. Pour l'instant, dans ce bloc de script, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Ce code côté serveur, nous, le client, on ne le voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Et ici, on a division large title, le grand titre. Ah, c'est amusant, on a nos citations et ensuite on s'occupe du titre. Bon, ok. Pour ne pas rendre la vidéo indigeste, je pense que pour cette vidéo, je vais arrêter d'expliquer le code. Je vais laisser les choses en suspens. J'enlève ça. J'aime pas m'entendre en même temps. Là, je vais essayer.
Bon, ben, j'ai réussi. Oh! Euh, Comme ça. Je pense que c'est correct. Euh, j'ai réussi. Bon, les couleurs sont pas... Je vais voir si je peux améliorer le tout. Alors, pour l'instant, euh, je pense que c'est suffisant la quantité d'informations que j'ai données par rapport au fonctionnement de la page des citations. Il y a encore beaucoup à dire parce on n'a pas parlé du code qui gère la taille des caractères, on n'a pas parlé du code qui fait afficher les notes bibliographiques au complet, qui les cache, le code qui fait effacer les citations qu'on ne veut plus voir, le code qui ajoute de nouvelles citations même après qu'on ait les 6 premières qui sont affichées, le code qui trace notre navigation à partir de la racine de notre arborescence de fichiers côté serveur, et le code du titre du projet qui est composé de petits caractères qui ont été numérisés dans des vieux livres. Il y a tout ça à parler, mais je crois que pour l'instant c'est suffisant. J'aimerais bien tout expliquer comment ça fonctionne parce que c'est intéressant, c'est pas fait pour rien. Il faut quand même s'amuser un peu. Et puis, c'est surtout ce que je voulais faire, c'est illustrer au plus bas niveau de la construction de pages web. Alors, on est au niveau d'assemblage des petits mécanismes de l'horlogerie. Je voulais illustrer à quel point composer une page, c'était une entreprise laborieuse. Et ça, c'est... bon, j'ai fait ça comme on faisait ça autrefois, parce que j'ai appris à développer les pages web avec des techniques anciennes. Aujourd'hui, c'est complètement archaïque. Mais je voulais le faire comme ça parce que, évidemment, depuis le temps, ça va faire une vingtaine d'années, en tout cas, je ne sais pas, des gens intelligents se sont dit, mais non, on ne peut pas passer nos vies et des heures à coder chaque petit détail de chaque page. Il y a sûrement moyen de faire mieux. Comme on a vu, la notion de fonction permet de grouper des instructions dans des blocs. Et puis, si on conçoit nos fonctions avec suffisamment d'intelligence, modularité en tête, on peut construire des systèmes qui vont nous permettre de construire des pages plus facilement. Au lieu d'inscrire chaque petite fonctionnalité à la main, on les groupe et on passe des paramètres à des fonctions. Les fonctions vont exécuter le code pour nous. Et puis, on peut monter comme ça de niveau en niveau et jusqu'à construire une librairie qui nous permet de construire et de gérer des sites web avec suffisamment de distance pour que ce soit facile et rapide à faire. Mais en même temps, le problème de la distance fait en sorte que on finit par approcher la gestion du contenu comme des contenus génériques. Un exemple de ça, ce serait WordPress, qui est un CMS, Content Management System, un système de gestion de contenu de site web. Flexible, polyvalent, puissant, compliqué à utiliser. Mais il y a plusieurs sites de journaux en ligne qui sont construits sur WordPress. Il y a beaucoup de blogs qui ont été construits ou qui sont encore construits avec WordPress. C'est une immense machine que l'on utilise pour créer, gérer des pages web, des contenus dynamiques. On peut avoir des boutiques en ligne avec WordPress. Les gens peuvent choisir des items d'un catalogue et puis les ajouter à leur panier et puis passer commande en ligne et faire le paiement. C'est beaucoup de choses que ça fait. C'est beau, c'est merveilleux.
Ça permet à beaucoup plus de gens de créer eux-mêmes leur propre présence sur Internet. Euh, dans la plupart des cas, c'est correct, ça fonctionne. Il n'y a pas de, il y a pas d'ennui, il y a pas à redire de façon négative l'utilisation de ces produits-là. Dans le cadre de notre projet, ça pose le problème de la distance justement par rapport au contenu. Si je traite ce document-ci, archivistique et numérique, note de recherche 3, si je le traite simplement comme un document, comme un ensemble informatif que je veux présenter à l'écran, je vais ajouter quelques fonctionnalités et c'est fini et je passe au projet suivant, je crois passer complètement à côté de tout un ensemble de fonctionnalités et puis presque une recherche philosophique par rapport au contenu que je ne fais pas quand je prends distance, que je peux faire quand quand je plonge dans le document, quand j'analyse sa structure, quand je regarde ce dont il est question, comment les choses sont organisées, comment les idées sont présentées en suite logique ou en opposition ou en apposition. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte, je pense, pour lui donner un dynamisme qui soit digne de son contenu et pas simplement un ensemble de fonctionnalités qui s'appliquent à ce document-là. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne sais jamais si je suis clair. Faut que je me relise en faisant l'édition vidéo. Donc, pour conclure, parce que cette vidéo aussi va être particulièrement longue, je crains. Alors, nous avons exploré une partie du fonctionnement de la page des citations. J'ai aussi parlé du problème Vimeo, du fait que les vidéos vont être aussi disponibles sur YouTube, que je vais commencer à faire des capsules plus courtes que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Et en rappel, si vous vous abonnez à la chaîne, dont vous aurez le lien dans la page qui concerne cet épisode du projet, vous pourrez vous abonner et voir à l'occasion des capsules où il y a des petits segments de travaux concernant le projet, mais il y a aussi toute la série des épisodes formels que je vais continuer à produire. Peut-être un avant-goût de la suite des choses, parce que là, bon, on a des citations, c'est dynamique un peu, on est un peu content, il manque beaucoup de morceaux au projet, mais je suis tombé sur cette librairie de code. Alors, est-ce que si je modifie ceci, oh boy, ça c'est étourdissant, la petite vignette de ma personne dans un coin et cette page, et aussi est-ce que vous aurez la capture sonore du tout? Je ne sais pas. Je dois vérifier. Alors ici, il y a quelque chose qui s'appelle jQuery. C'est une librairie de code JavaScript, donc qui s'exécute dans le navigateur et qui offre toutes sortes de fonctionnalités. Et ils ont aussi créé une librairie accessoire d'outils de création d'éléments d'interface graphique. Alors, si on regarde rapidement les fonctionnalités, alors je choisis quelque chose et je déplace une autre fonction. J'inclus un élément dans un autre. Une autre fonction, je redimensionne un élément. Une autre fonction, je choisis un élément dans une série. Une autre fonction, je déplace un élément dans une série. Alors, vous devinez que si j'ajoute ces fonctionnalités à notre page des citations, on va pouvoir créer des ensembles visuels, grouper des citations par thème selon notre choix. L'ennui, c'est que on peut passer des heures à placer toutes ces fiches de citations, qui est un des plans que j'avais au début de la création du projet, de pouvoir manipuler à l'écran les citations comme si c'était des fiches, des petits cartons, et faire des groupements. Et puis une fois que tous ces groupements-là sont faits, si on quitte la page et on revient, ni le client navigateur, ni le serveur n'enregistrent rien, eh bien notre assemblage et nos dispositions sont perdus.
Et ça, je trouve ça très dommage. Il faut donc aussi mettre en place un système de mémoire. La façon dont le web a été construit à l'origine, c'est un système de service de page. Alors, un serveur contient des fichiers, le client, navigateur, reçoit des fichiers. Comme tout est stocké sur le serveur, il n'y avait pas de besoin réel de stockage côté client. On s'est aussi dit que ce n'était pas une bonne chose de pouvoir faire du stockage côté client, car on pourrait y glisser des fichiers malicieux, des virus, des trucs comme ça. Alors, le navigateur est une espèce d'espace clos relativement protégé. Ça fonctionne, oui et non, enfin. Donc, il faut tout stocker côté serveur. On ne peut rien stocker côté client, ou si peu, à moins que depuis ils aient inventé des choses dont je ne suis pas au courant. Je vais faire des recherches. C'est plus facile de stocker les choses côté serveur dans le cas général. Alors, il faut que je mette en place un système qui va nous permettre de pouvoir créer des dispositions de citations, les sauvegarder, pouvoir y revenir et jouer avec ces dispositions-là à nouveau. Et puis, pourquoi pas créer plusieurs ensembles de dispositions de citations qu'on pourrait consulter. Ça se fait des fonctionnalités de plus à mettre en place. Alors ça, c'est l'avenir. C'est ce que j'ai en tête pour les prochaines semaines, les prochains mois. Là, je disparais pour 2 semaines sur un autre projet. Ensuite, je reviens. J'ai aussi 2 projets accessoires qui contiennent des fonctionnalités que j'aimerais greffer à ce projet-ci. Ou inversement, on peut considérer que ce projet-ci pourrait se greffer aux 2 autres. Mais avant d'en donner des détails, je veux avoir au moins une base visuelle à présenter. Tant qu'on n'a pas d'éléments visuels, je crois que c'est difficile d'expliquer la mécanique que j'ai en tête. Mais je crois que c'est tout. S'il manque un morceau, je vais rajouter d'ici notre prochaine rencontre. Portez-vous bien. Au revoir.